says goodbye with a wink of an eye, bright blue yawning to the west. Et déjà une édition spéciale bien amorcée avec des invités tous aussi intéressants les uns que les autres. Pascal Dufresne maintenant, et on en aurait certainement pour une bonne heure, comme avec tous les autres, mais avec Pascal particulièrement, je vais lui demander de se présenter et de nous dire ce qu'elle mange à l'automne. Bonjour Pascal. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, qu'est-ce que vous mangez à l'automne? Qu'est-ce que je mange à l'automne? C'est assez varié. Je vous dirais que, bon, qui je suis pour répondre à cette question-là? Je suis avant tout une maman, donc de 2 grands ados, qui a trouvé un sens à sa vie professionnelle dans les dernières années à travers une mission professionnelle qui est autour de mettre plus d'humanité dans nos organisations et dans le monde des affaires. Alors, c'est ce à quoi j'occupe mon temps professionnellement. Oui, c'est drôle qu'il y a des accointances avec tous les invités que j'ai depuis le début de l'émission. On cherche quelque part le bonheur et Oui. l'humanité. Est-ce que c'est parce qu'il en manque ces temps-ci? Oui, je crois que, bien évidemment que le bonheur, c'est ce que l'on recherche tous à la base. Oui, c'est la quête de la vie, hein? Tout à fait. Et la quête de sens, c'est, je crois aussi, quelque chose qui nous anime tous parce qu'on veut contribuer. Et à travers notre travail, c'est une façon qu'on a de pouvoir contribuer puis amener de la valeur dans la société puis autour de nous. Quel est votre travail, justement, qui vous amène là? Réflexion, j'imagine, à la base du travail, de la profession qu'on occupe? Oui, tout à fait. Bien, maintenant, je fais du coaching en leadership. C'est mon nouveau travail, c'est ma nouvelle vie. Avant, j'avais une carrière qui était orientée surtout autour du conseil dans les technologies de l'information. Donc, j'étais beaucoup dans les systèmes et dans les processus. Et maintenant, bien, je suis avec l'humain. Donc, j'aide l'humain à se développer à son plein potentiel à travers surtout des compétences qui touchent le leadership, donc le relationnel, la communication, à travers tout ce qui est autour des formations pour devenir des meilleurs leaders, des meilleurs employés. Oui, dans ce sens-là, vous êtes devenue conférencière. Oui. On peut vous appeler et vous demander de venir nous donner une conférence sur le leadership en particulier, mais également sur ce qu'on est comme personnalité, comment on peut se développer à travers tout ces méandres qu'est la société. Oui, puis c'est exactement ce que vous dites, parce qu'en tant qu'individu, on a souvent une espèce de masque professionnel qui fait en sorte qu'on doit correspondre, avoir la tête de l'emploi, hein, comme on pourrait dire. Et moi, j'aime bien dire que oui, il faut avoir la tête de l'emploi, mais il faut aussi avoir le cœur de l'emploi. Donc, emmener de la tête vers le cœur, emmener l'individu à se développer pleinement dans son organisation, dans son travail, puis arriver au travail avec tout ce qu'il est, vraiment. Oui. Et à quel moment c'est arrivé ce déclencheur que vous avez dit, bon, ben, je passe à une autre étape? Au début de la quarantaine. Je crois que ce qu'on dit, comme quoi on a des crises à chacune des dizaines de nos vies, je crois que ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui arrive pour vrai. Et la crise de milieu de vie qui arrive à peu près à la quarantaine ou à la cinquantaine pour certains, c'est le moment où on réalise que il y a une fin. On n'est pas là pour toujours. Et là, on se pose des questions comme y a-t-il un sens à tout ça? Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en a du sens? Puis est-ce que je vais continuer à faire la même chose pour le restant de mes jours? Est-ce que ce que j'apporte va laisser une trace? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je veux laisser au monde? Donc, à partir de ces questions-là, souvent, on se rend compte qu'il y a un inconfort. Et que... À partir du moment où on se questionne, puis qu'on se dit ça, parce que sinon, c'est dans le processus habituel. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est à partir du moment où on se pose ces questions-là, où on réalise OK, on dirait qu'il manque quelque chose. Pourtant, j'ai tout pour être heureuse. Et les gens autour de moi me disent que j'ai effectivement tout pour être heureuse, 2 beaux enfants, une belle carrière, etc. Donc, pourquoi te poses-tu autant de questions? Tu sais, c'est souvent c'est ça la démarche de développement ou de croissance personnelle. C'est quand on veut remettre en question tout ce qui a fait du sens pour nous jusqu'à maintenant, nos croyances, nos valeurs et tout ça. Ou quand on prend conscience qu'on est en plein questionnement aussi. Exactement. Parce que c'est pas toujours donné, hein? On veut pas toujours, on se ferme la porte ici. Et justement, vous avez étudié
trouver des ouvrages, documenter votre propre réflexion, à savoir qu'il y a beaucoup de gens, les lectures qu'on fait, notamment à des gros pourcentages, sont en croissance personnelle. Oui. Tout à fait. En fait, quand moi, j'ai eu ma transition de vie qui m'a emmenée moi-même à écrire le livre que j'ai écrit, c'était parce que, bon, je ne trouvais pas ce que je recherchais sur le marché. Et ça m'a amené à me poser des questions sur pourquoi c'est si important, ce créneau-là, qui est quand même relativement nouveau là, depuis une dizaine d'années. Et en ce moment, les ouvrages de croissance personnelle représentent à peu près 6% du chiffre d'affaires de nos librairies québécoises, versus à peu près 12% pour les titres de fiction. Donc, la vente des livres de croissance personnelle entre 2014 et 2015 a fait un bond de 60%. Et c'est la même chose ailleurs. Là, en France, ça représente 16% de leur vente. Et aux États-Unis, il y a eu 10 milliards de dollars qui ont été dépensés l'an dernier pour des livres de croissance personnelle. Donc, on se demande pourquoi. Est-ce que trouver la paix intérieure, la zénitude et le bonheur, ça se fait à travers un livre? Donc, qu'est-ce qui pousse les gens à consommer autant de ces livres de croissance personnelle? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui les rend si populaires? Est-ce que c'est la perte de repères? Oui, très certainement, une quête de repères et une façon de vouloir répondre à certaines questions. De vouloir sortir d'un inconfort, régler une problématique, apaiser une souffrance. Il y a aussi que ça répond à des besoins humains, la curiosité, le besoin de se ressourcer, le besoin de comprendre, le besoin de sens dont on parlait un petit peu plus tôt, qui sont des besoins fondamentaux de l'humain. Donc, le problème, par contre, c'est que souvent, ces livres de motivation-là vont nous promettre des recettes instantanées. Et là, on a l'impression que ça fonctionne pour tout le monde, sauf pour nous. Ce qui n'est pas le cas, parce que souvent, ces recettes instantanées-là, c'est pas vrai que ça fonctionne. Il faut l'avoir digéré, conscientisé, cheminé quelque part. Exactement. Ce qui vous est arrivé, hein? On comprend que vous avez bien cheminé. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, vous avez décidé d'écrire un livre comme ça. Pour qui, au juste? Mon livre, au départ, n'était pas destiné à devenir un livre. C'était un espace de réflexion pour moi parce que, justement, contrairement aux recettes miracles qu'on nous promet, la transformation, ça passe pas par une série d'étapes. Ça passe par un travail où on plonge en soi-même et où on va pas nécessairement trouver des réponses, mais plutôt enlever tout ce qui nous empêche de voir ce qui est déjà là pour nous, parce qu'il y a un bon nombre de réponses qui sont déjà là. Donc, il s'agit de se découvrir de tout ça, de tous ces peurs, ces croyances, etc. Oui, comme le glaucome, on enlève la petite couche qui nous empêche de bien voir. Tout à fait. Ouais. Et c'est ce travail-là que j'ai fait, qui a duré plusieurs années, et l'écriture me permettait de me créer cet espace-là dont j'avais besoin pour réfléchir. Donc, à chacune des situations que je vivais dans ma vie, chaque inconfort, c'était une occasion pour moi de faire des recherches, de parler à des guides qui m'entouraient autour de moi. Et j'écrivais. Et un jour, une collègue qui avait publié m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas quelque chose avec ça? » Puis ça répondait beaucoup à mon besoin de partage. Je voulais créer ce même espace pour les autres, pour les gens qui avaient ce même inconfort-là, puis qui avaient besoin de trouver un sens, de faire la découverte de qui ils sont vraiment, parce que c'est un processus extraordinaire. Oui. Comment ça se voyait, se percevait? Comment vous vous sentiez? Est-ce que vous étiez dépressive, fermée? Comment ça se disait? Comment on le voyait? Comment vous le sentiez? Comment ça se manifestait? Oui. Pour moi, ça a été une sensation d'être toujours submergée. Comme si j'en avais tellement sur les épaules que j'avais l'impression à un certain moment donné que j'allais me noyer. Donc, je mettais beaucoup d'efforts à faire des choses qui ne me nourrissaient pas.
Donc, des choses que je trouvais inutiles. J'arrivais plus à trouver le sens dans les activités que je faisais et je voyais très peu mes enfants. J'étais toujours stressée. C'était beaucoup du stress. Peut-être que on parlait de burn-out, peut-être que c'était pas loin de ce qu'on peut appeler un épuisement professionnel. J'avais jamais mis les mots sur ça à ce moment-là. Mais ouais, c'était une sensation de pourquoi. La question qui me revenait le plus souvent, c'était pourquoi? Pourquoi je fais tout ça? À quoi ça rime tout ça? Ça m'amène où? Ouais. Ouais. Ben, tout ça pour dire que c'est essentiel aussi, puis c'est peut-être un retour d'âge, la quarantaine dans votre cas, mais effectivement, ça arrive à un moment donné, même si on s'y en attend pas et qu'on veut pas passer par cette étape. Oui. On va se permettre une pièce musicale, Parfait. et on revient pour parler encore une fois de cet ouvrage et de ce qui s'en vient dans vos projets. Tiens, allons-y avec cette pièce... Le petit bonheur, tout en swing, une pièce de Christine Tassan et les Imposteurs de l'album Entre Félix et Django. Vous allez aimer ça? C'est parfait. Ça swing un peu. Ça dit ce que ça a à dire aussi. Merci. Merci. Pascal Dufresne, c'est une pièce que vos parents écoutaient, Un petit bonheur. C'est ce qu'on cherche et j'aurais voulu le calculer comme ça, mais non, c'est arrivé inopinément, voilà. Mais ça tombe bien. Une belle accointance. Écoutez, on poursuit cet entretien avec toute cette diversité. Vous avez parlé de statistiques ici et d'un foisonnement de livres, de titres qui nous amènent vers... la découverte de sa personne, quelque part, dans différentes sphères. Mais comment choisir? Comment choisir? C'est une excellente question parce qu'on sort 2 fois plus de livres qu'il y a 5 ans. Le choix est immense. Et on finit toujours par miser sur les mêmes livres. C'est sûr que les médias y jouent pour beaucoup. On va aller vers les auteurs qui sont connus.
Mais j'ai fait une liste de quelques conseils qui peuvent peut-être nous aider. C'est certainement pas une garantie là, d'un bon contenu ou d'un bon style d'écriture, mais c'est un bon point de départ pour nous guider. Donc, premièrement, aller vers une maison d'édition qui est connue pour ce genre d'ouvrage-là, ça peut être un bon signe parce qu'ils ont l'habitude de sélectionner ce genre d'ouvrage. Au point de vue de l'auteur, bon, c'est sûr que c'est pas parce que le personnage est connu que le contenu est nécessairement bon. La première règle pour un auteur pour aller au palmarès, c'est d'y avoir déjà été. Au paradis. Au paradis des auteurs. C'est d'y avoir déjà été. Fait que c'est sûr qu'on a tendance à aller vers ces auteurs-là, mais il y a des auteurs qui sont moins connus, qui écrivent aussi des petits bijoux. Le Salon du livre, c'est une excellente occasion pour faire la connaissance d'auteurs. Donc, de donner la chance des fois à ces auteurs-là. Mettre un visage sur un titre, entre autres. Hein? Tout à fait. Puis il faut pas minimiser l'impact que ces livres-là ont sur les lecteurs qui parfois viennent nous voir au salon, le livre en main, nous dire, vous savez quoi, le livre, il m'a amené de la douceur, il m'a amené de la réflexion, ça m'a amené à faire un choix que j'arrivais pas à faire. Donc c'est tellement précieux pour nous de pouvoir avoir un contact avec les lecteurs. Et c'est sûr qu'un auteur qui a une crédibilité au point de vue de sa formation, un ordre professionnel, ça peut être aussi un indice au point de vue du contenu. S'il est reconnu par ses pairs, une préface signée d'un de ses pairs. Se méfier des promesses miracles. On en a parlé un petit peu plus tôt. Parce que c'est pas vrai que ça fonctionne comme ça. Changer votre vie en 10 étapes faciles, c'est pas ça. Et les gens veulent y croire parce qu'ils ont une souffrance, mais après ça, ils sont déçus d'eux-mêmes parce que ça fonctionne pas pour eux et c'est pas très bon pour l'estime de soi. Ils se sentent coupables d'être encore une fois différents. Exactement. Donc, on évite ça. Il y a aussi, je vous dirais, une grande différence entre l'inspiration ou la motivation. Puis ça, j'en parle dans mon livre. Puis c'est Wayne Dyer, un grand des grands du développement personnel. C'est à cause de lui que j'ai compris ça. C'est que la motivation, ça vient de l'extérieur. Donc, c'est souvent une récompense ou ça vient à travers la souffrance ou une certaine peur, puis ça vient nous gonfler à bloc. Hein? Des fois, on peut entendre une certaine conférence ou lire un livre, puis on est motivé, mais ça vient vraiment de l'extérieur. L'inspiration, ça vient de l'intérieur. Donc, c'est ce qui nous procure le sens. C'est quand on a l'impression d'être vraiment sur notre X, comme on dit, là. Et la motivation, c'est comparable à obtenir des conseils. Puis ce qu'il nous disait Wayne Dyer, c'est que le meilleur conseil qu'on peut avoir, c'est de ne pas se fier aux conseils qu'on nous donne en développement personnel parce que il faut prendre le temps de trouver sa voie intérieure. Et ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Mais tout passe par la connaissance de soi. C'est le grand défi. Oui. Je dirais aussi, rapidement, en terminant, rester ouvert. Oui, faut pas être méprisant ou fermé. Il y a des livres qui sont bons, qui peuvent nous aider. Avoir une attitude, c'est « Ah, mais moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de problème, etc. » Mais moi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher. Il y a des guides partout autour de nous. Par contre, ne pas arrêter de réfléchir, ne pas prendre tout cru ce qu'on nous offre comme phrase toute faite ou comme théorie. Il faut se poser la question, est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que je suis vraiment en cohérence avec ça? La prendre, la petite phrase toute faite, puis la décortiquer, la réfléchir pour voir. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça devient une expérience qui est grandissante puis qui est nourrissante. Et mon dernier conseil, c'est bien la lecture, mais il faut aussi passer à l'action. Donc, faire des petits pas quotidiens vers notre intention, vers nos objectifs que l'on s'est fixés. Comment on fait pour vous suivre? Vous avez une page Facebook ou un site web? J'ai les deux. Et donc, je suis sur Facebook et mon site web pascaldufresne.com et je serai au Salon du Livre cet après-midi à 15h30 et demain matin à 10h30 jusqu'à midi. Donc, vous êtes une lève-tôt? Je suis une lève-tôt. Oui, ça fait partie de mon nouveau style de vie. Pascale Dufresne, merci beaucoup d'être passée ici. Vous reviendrez, on en aurait certainement pour une bonne heure. Conseils, chroniques, on peut ouvrir. Hein? Merci énormément de m'avoir reçu, Sylvie. Ça fut un réel plaisir.